Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de l'écho quantique. C'est un phénomène qu'on observe dans certains systèmes de particules ou en optique quantique. On peut le voir comme un retour d'information, d'un souvenir du passé qui refait surface. Tout commence par une perturbation initiale, une impulsion lumineuse, un champ magnétique, quelque chose qui vient bousculer les particules. Cette perturbation semble disparaître, se diluer dans le brouillard quantique, puis soudain, elle réapparaît. C'est la cohérence quantique elle-même qui revient, un état qui obéit au monde quantique sans être encore brouillé par l'environnement. L'un des premiers échos de ce genre a été observé dès 1950 par Erwin Hahn. On l'appelle l'écho de Hahn. Cette découverte est essentielle. Elle permet de corriger la décohérence, le désalignement progressif des spins nucléaires et rend possible la RMN, la résonance magnétique nucléaire, puis plus tard l'IRM médical en produisant un signal clair et exploitable. En pratique, lors d'une expérience de résonance magnétique nucléaire, premièrement, on place un échantillon dans un champ magnétique puissant. Deuxièmement, les spins nucléaires des atomes, souvent ceux de l'hydrogène, s'alignent partiellement avec le champ comme de minuscules boussoles quantiques. Troisièmement, une première impulsion radio, une onde électromagnétique de basse énergie, vient perturber cet alignement. Les spins se mettent alors à précessionner, c'est-à-dire qu'ils tournent sur eux-mêmes tout en oscillant autour du champ magnétique. Comme chaque spin tourne un peu différemment selon son environnement, leur mouvement combiné génère un signal global que l'on peut mesurer. Juste après la première impulsion de 90 degrés au temps t égale 0, tous les spins sont en phase. Ils ont été basculés dans le plan XY et pointent dans la même direction. Tous les spins sont alors alignés vers plus X. Leur vecteur de magnétisation tourne à la même vitesse et en phase, donc le signal est maximum. Tous les moments magnétiques s'additionnent. Quatrièmement, à cause des interactions locales et des petites différences d'environnement, ils se désynchronisent rapidement et le signal diminue. Au fil du temps, entre t égale 0 et t égale tau, ils se déphasent à cause des petites différences de champ magnétique. Leur direction angulaire se disperse, certains sont en avance, ils tournent plus vite et d'autres sont en retard. Le résultat, les vecteurs ne s'ajoutent plus parfaitement et le signal décroît. Cinquièmement, au moment précis où cette désynchronisation atteint son maximum et que le signal mesuré est au plus faible, c'est ce qu'on appelle la décohérence, t égale tau. On envoie une seconde impulsion radio de 180 degrés qui inverse le déphasage accumulé. Peu à peu, les spins se réalignent à l'unisson et le signal perdu revient comme un écho du premier message. Ce signal clair et mesurable est appelé l'écho de spin. Les spins continuent à précesser aux mêmes vitesses qu'avant. Cette inversion fait qu'ils commencent à se rephaser naturellement, ils se rejoignent à nouveau. Petit tableau récapitulatif. Sous l'effet des impulsions radio, les spins des atomes se mettent à tourner ensemble, puis, peu à peu, le désordre s'installe, les spins se désynchronisent, le signal s'efface jusqu'à ce qu'une nouvelle impulsion vienne remettre de l'ordre. Et en cet instant précis, tous les spins se réalignent et un écho renaît, comme si le système rejouait un fragment de son passé. Ce phénomène est essentiel car il permet de mesurer le temps de relaxation T2, c'est-à-dire la vitesse à laquelle le signal s'éteint à cause des interactions entre spins, de corriger les inhomogénéités du champ magnétique et de produire des spectres et des images RMN beaucoup plus nettes. Plus récemment, les chercheurs ont étudié l'écho photonique. Ici, on manipule directement des photons qui sont absorbés par des atomes ou des ions déjà excités, souvent un cristal ou un gaz d'atomes refroidi. Lorsqu'un photon traverse le milieu, son énergie est convertie en un état collectif, une sorte de souvenir partagé entre tous les atomes. L'information est donc stockée dans la matière, un peu comme sur une clé USB, mais quantique. Mais cette mémoire lumineuse est fragile et il faut agir vite avant qu'elle ne s'efface. À un moment choisi, les chercheurs envoient une seconde impulsion lumineuse adaptée aux transitions électroniques des atomes. Selon le système, cette lumière peut être visible, infrarouge ou ultraviolette. Elle réaligne les phases des atomes et fait réapparaître le photon initial comme un écho lumineux.
Grâce à ce mécanisme, on peut stocker et manipuler temporairement des informations quantiques dans la matière. C'est le même principe que l'écho de spin, utilisé en RMN, qui utilise des ondes radio ou micro-ondes pour exciter les spins nucléaires, mais ici, il est appliqué à la lumière et aux transitions électroniques grâce à des ondes de fréquence beaucoup plus élevées. En fait, les scientifiques ont trouvé un moyen de mettre un photon en pause et de le relire autant de fois qu'ils le veulent. Ce contrôle du temps de la lumière représente une étape clé vers les mémoires et le calcul quantique du futur, et ces phénomènes incroyables ouvrent la voie à de nombreuses applications. D'abord, en informatique quantique, on peut s'en servir pour stocker des qubits qui sont capables d'être à la fois 0 et 1. En clair, on apprend à mettre la lumière elle-même en mémoire. Ensuite, dans les télécommunications quantiques, l'écho photonique permet de créer des répéteurs quantiques, des sortes de relais capables de transmettre de l'information sur de très longues distances sans la perdre. Une autre application également, l'imagerie médicale. Le principe pourrait améliorer la résonance magnétique nucléaire pour obtenir des images encore plus précises, plus fines et plus rapides. Et enfin, il ouvre la voie à des capteurs ultra précis capables de détecter la moindre variation dans un champ magnétique ou gravitationnel, ce qui pourrait révolutionner la navigation, la détection de matériaux ou l'étude des phénomènes cosmiques. On pourrait dire que l'écho quantique, c'est un peu la mémoire cachée du monde de l'infiniment petit. Quand on la rappelle au bon moment, elle ressurgit et la cohérence revient, comme si le système se souvenait soudain de son état d'origine. Il y a environ un an, Google Quantum AI a réalisé un exploit en combinant l'algorithme des échos quantiques avec la puissance de sa puce Willow, capable de maîtriser le bruit et de contrôler un réseau de 105 qubits avec une précision remarquable. L'algorithme des échos quantiques est conçu pour révéler des informations cachées dans un système, un peu comme un sonar ou l'écholocalisation des dauphins qui envoient des sons et interprètent les échos pour localiser leur proie. Le mécanisme se déroule en 3 étapes. Premièrement, le mouvement avant. La puce exécute une série de transformations quantiques sur tous les qubits et comme on l'a vu, ils peuvent être à la fois 0 et 1. Donc, pour traiter l'information, on leur applique ce qu'on appelle des portes quantiques. Ce sont des opérations qui changent l'état des qubits, elles peuvent modifier leur phase, leur orientation ou même les intriquer entre eux. Deuxièmement, la perturbation. Un seul qubit est légèrement modifié, comme si on poussait doucement une petite pièce dans un réseau complexe. Et cette petite action déclenche un effet papillon quantique. Elle influence l'ensemble du système et permet à l'algorithme de révéler comment chaque partie du réseau interagit avec les autres. Et troisièmement, le mouvement arrière. Ce mouvement refait toutes les opérations dans le sens inverse. Ce rebond quantique ou écho ondulatoire révèle des détails cachés sur la manière dont chaque qubit influence ses voisins. Même un tout petit changement à un endroit se propage et laisse une trace détectable. Le résultat final de l'algorithme est le corrélateur Otto. On peut l'imaginer comme un thermomètre de chaos pour un système quantique. Il révèle comment une petite perturbation se propage et influence le reste du réseau, qui parle à qui et à quel moment. L'Otto nous offre ainsi une cartographie dynamique invisible à l'œil nu, permettant de comprendre le fonctionnement intime d'un réseau de qubits complexe. Mais mesurer l'Otto dans un système quantique aussi grand était un vrai défi. Les signaux sont extrêmement faibles et noyés dans le bruit. Et c'est là que la puce Willow intervient. Grâce à ses portes quantiques ultra précises, elle réduit les erreurs. Elle permet aussi d'exécuter des milliers de portes très rapidement, avec des millions de mesures en moins d'1 minute. L'équipe a même réalisé 1000 milliards de mesures sur l'ensemble du projet. Grâce à ça, l'algorithme a été exécuté 13 000 fois plus vite que le meilleur algorithme classique sur un supercalculateur, avec des résultats vérifiables. Dans la nature, on prend une molécule, on l'éclaire avec un laser, on voit les vibrations des atomes et on obtient un graphique précis. Avec la puce Willow, on simule la même molécule dans la puce quantique, avec des qubits qui imitent les atomes, on envoie un signal, on perturbe le système, on écoute l'écho quantique et on obtient le même graphique. Et c'est répétable car la puce corrige ses erreurs automatiquement.
Les résultats de la puce Willow sont identiques à ceux de la nature car elle suit les mêmes lois physiques que les vrais atomes. C'est vraiment impressionnant. La puce peut amplifier les capacités de la RMN, permettant de prédire plus rapidement et plus précisément la structure de molécules complexes. Et Google, en collaboration avec UC Berkeley, a testé cette approche sur 2 molécules. L'algorithme a généré des prédictions, puis celles-ci ont été vérifiées grâce à un spectromètre RMN traditionnel. Cette réussite montre comment les ordinateurs quantiques, grâce à des puces comme Willow, pourraient bientôt permettre des applications concrètes qui dépassent les limites des méthodes classiques, explorant des propriétés moléculaires auparavant inaccessibles.